Nous sommes le 2 mai 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Une fois de plus, nous sommes sur Gandhi Malien TV, dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Nous avons des invités pour décortiquer les thèmes portant sur l'abrogation de la charte des partis politiques, de la loi portant charte des partis politiques. Et profiter peut-être pour toucher un peu à certains points d'actualité tant sur le plan national que sur le plan international. Peuple d'Afrique, nous sommes accompagnés des éminents, des grands experts. Nous avons à ma droite, vous avez, il n'est plus à présenter, c'est l'inspecteur de la douane à la retraite, M. Daniel Koulibaly, qui est très fréquent dans le cadre de l'émission Parole aux Africains. Et à ma gauche, un jeune, un analyste, un expert aussi de plusieurs questions au Mali et de l'ES et même au niveau international. Il s'appelle Drissa Memeta. Salut à vous, doyen. Bonsoir Jawara, bonsoir à Mementa, bonsoir à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les travailleurs de Gandhi TV. Merci beaucoup Memeta. Bonsoir également à tous nos internautes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur le même plateau que le doyen. Et de passage, je salue tout le peuple d'Afrique d'ici d'ailleurs. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier parce qu'à chaque fois, nous avons l'occasion de profiter de votre expertise sur certaines questions précises. Et pour commencer, on s'attendait peut-être à une dissolution pure et dure des partis politiques, tel ça a été recommandé par les concertations. En lieu et place, nous assistons à l'abrogation de la loi portant charte des partis politiques, une loi de 2005. Et ça veut dire la même chose. Ça revient à la même chose. Que comprendre de cela, doyen? Bon, je commencerai moi par féliciter les juristes qui entourent la transition. Parce que c'est une solution que personne n'avait vu venir. On s'était focalisé sur dissolution, pas dissolution. Mais ça, c'est une solution qu'ils ont tirée comme d'un chapeau magique. Effectivement. Personne ne s'y attendait. Ils ont choisi peut-être de partager la poire en deux, on ne sait pas, c'est l'avenir qui nous le dira. Ils ont préféré aller à l'abrogation qui laisse subsister, selon le secrétaire général, les partis politiques. Donc c'est clair, l'intention qui était derrière tout ça a été clarifiée. Les partis politiques sont maintenus. Mais, comme toute solution, quand il y a un problème qui trouve une solution, et derrière, il y a d'autres questions qui se posent. Et donc, il y a d'autres questions que cela a entraîné. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi une abrogation de la charte au lieu d'une relecture? Est-ce à dire que ça va aller plus loin que la relecture? Est-ce que ça va apporter des éléments beaucoup plus probants, beaucoup plus poussés qui seront à même de mieux encadrer, ou alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'en abrogeant uniquement la charte, les partis politiques subsistent, mais sans cadre légal qui leur permet de mener une activité. Donc cela revient à dire qu'à tout le moins, ils sont suspendus, parce qu'ils ne peuvent mener aucune activité. Oui. Troisième question que cela peut entraîner, le problème du délai ou du temps. Est-ce que cette abrogation, est-ce que la nouvelle charte sera rédigée tout de suite, à court, moyen ou long terme? Et donc, si c'est à long terme, cela sera une suspension à long terme qui va entraîner pratiquement beaucoup de partis politiques vont lâcher en chemin. Voilà les trois questions que cela soulève, à mon sens. Ok. Voilà. Mementa. Oui. Moi, ça ne m'a pas surpris. D'ailleurs, je l'ai même dit sur une chaîne, si je ne me trompe pas, c'était le lundi ou mardi, que moi, je m'attendais à une sorte de suspension. Parce que déjà, quand j'ai vu la logique de confrontation que les partis ont entrepris, cela ne donne pas d'autre choix aux autorités que de prendre une mesure palliative.
Mais je pense que cette mesure traduit la bonne volonté également des autorités pour montrer à tout le monde qu'ils ne sont pas là par rancune, ils ne travaillent pas par rancune, mais ils travaillent pour trouver une vraie solution. Le problème, c'était quoi? L'espace politique était pourri, tout le monde le sait. Et d'ailleurs, même les partis politiques avaient demandé à ce qu'il y ait du changement, à ce qu'on assainisse cet espace-là. Donc, les assises ont servi de cadre pour avoir des recommandations qui ont demandé la rélecture de la charte des partis politiques, mettre fin au nomadisme politique et voir un peu également le statut de chef de file de l'opposition et le financement des partis politiques. Bon, vu que les partis ont demandé ça, mais quand on leur a demandé, proposez-nous des solutions pour la rélecture, vu qu'ils n'ont pas proposé de solutions concrètes, les autorités sont revenues vers le peuple pour demander qu'est-ce que vous proposez pour qu'on change ou pour qu'on fasse la relecture de la charte des partis politiques. Et de là est parti ces recommandations-là. Donc, si tout le monde est d'accord que l'espace politique a besoin d'être assaini, et si tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui la charte doit être relie, et si tout le monde est d'accord également qu'il vaut du sang nouveau dans l'espace politique, je pense que dans ce cas, il faut mettre fin à cette charte-là et amener une autre charte. Cela répond à plusieurs questions. Vous savez, il y en a qui demandent la dissolution des partis politiques. Je pense que ceux qui demandent la dissolution des partis politiques, ils demandent juste du renouveau. C'est-à-dire qu'ils demandent une solution qui peut faire en sorte qu'on ait un espace assaini, des conditions dans lesquelles les partis ne peuvent pas travailler dans l'anarchie ou autre là. Donc je pense que vu l'abrogation de cette loi, je me suis dit que oui, ils ont répondu à l'appel du peuple. Et surtout, général, quand on fait des recommandations, c'est comme si on ajoute ses idées aux idées de quelqu'un qui est là pour décider. Donc, c'est à lui de rassembler toutes ces idées-là et d'en faire, bon usage, un produit solide. C'est là où je reviens un peu vers le peuple. Les recommandations qui ont été faites à l'endroit des autorités, c'est comme si c'est des coups de pouce. Prenez ça, appuyez-vous sur ça pour en faire quelque chose de solide. Donc, à travers ça, avec leurs juristes, avec les experts, avec les conseillers, ils ont jugé nécessaire, pour partir d'une bonne base, on va mettre fin à cette charte et on va amener une autre charte. Mais en attendant l'avènement d'une autre charte, je pense, comme le doyen l'a dit, les partis sont obligés d'attendre. Parce que pour l'instant, ils ne savent pas ce qui leur est permis, ce qui ne leur est pas permis. Donc, vouloir sortir, faire quelque chose ou dire quelque chose, alors qu'il n'y a pas un cadre juridique qui régit ça, c'est s'exposer à des risques. Mais, doyen, après cette analyse d'Idrissa Memeta, quelque chose m'est venu aussi à l'idée. Quand on enlève les griffes et les dents à un lion, est-il aussi lion en tant que tel? Vous ne faites pas de parallèle entre les deux? Ça ne revient pas à peu près à la même chose? Bon, c'est ce qu'il a dit. On parle de la même chose. Oui. Il n'y a plus un cadre juridique défini qui peut leur permettre de mener des activités. Donc, ils sont suspendus de fait, eux-mêmes de jurer. Parce qu'ils vont se baser sur quel acte, sur quelle loi pour mener leur activité. Or, mener des activités en dehors de la loi, ils n'ont plus la garantie ou la protection de la loi. Donc, de ce fait, en réalité, ils sont suspendus. Enfin, pour le moment, les activités partisanes sont suspendues. Jusqu'à création mise en place d'une nouvelle charte, les activités sont arrêtées. Je pense qu'on n'a pas enlevé les griffes du lion. On a juste mis le lion en cage, en attendant que... parce qu'on a vu que la façon dont le lion chasse n'est pas bonne pour la savane, n'est pas bonne pour la forêt. Donc, on a mis le lion en cage en attendant que les règles changent. Après, quand les règles vont changer, le lion va revenir dans la forêt. Cette fois-ci, en chassant avec des règles bien précises. Parce que là, la charte, là, c'est ce qui régit le fonctionnement des partis politiques. Voilà. C'est le cadre juridique. Bon, je pense, avant ça, il y a eu beaucoup de débats de gauche à droite, beaucoup de bruit sur des plateaux. Est-ce que cela n'a pas concouru à cette prise de décision?
est-ce l'offensive peut-être communicationnelle menée par certains partis politiques, est-ce ça a été bénéfique ou ça a été une catastrophe tout simplement? Bon, moi, sincèrement, j'ai été déçu par ces sorties, par ces offensives. Parce que déjà, nous sommes dans une société où tout le monde quand même a les moyens de savoir ce que le peuple, ce que le Malien lambda pense de la chose politique, de la gestion des partis politiques. Tu sors tout de suite dans la rue, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu penses des partis politiques, il va te dire, même si tu demandes à quelqu'un, bon, viens on va assister à une réunion politique, il va te dire non, je n'y vais pas. Parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Donc quand les voix s'élèvent pour dénoncer, ou bien quand les voix se lèvent pour dire que nous ne sommes plus d'accord avec la façon dont vous travaillez, je pense que le mieux est de chercher à comprendre d'abord ces voix-là, à les comprendre, à chercher à les comprendre, ensuite à chercher à s'améliorer et à revenir vers ces voix-là pour les expliquer. Bon, voilà, nous les partis politiques, c'est comme ça que nous fonctionnons. D'ailleurs, j'ai vu certains qui se sont calmés, qui ont dit effectivement ce que le peuple réclame, le peuple a raison, nous allons changer. Je pense que c'était des comportements comme ça qu'il fallait adopter. Se remettre en cause. Voilà, se remettre en cause, expliquer au peuple. Hein, c'est quoi les partis politiques? Expliquer au peuple pourquoi on n'a pas réussi à faire telle ou telle chose et demander au peuple de les accompagner à changer ou bien à les aider à ce que la chose soit assainée. Mais au lieu de ça, ils se sont sortis pour braquer contre le peuple. Parce que jusqu'à preuve de contraire, les autorités n'ont jamais demandé, n'ont jamais mis dans un document ou bien n'ont jamais donné un thème de référence comme la dissolution des partis politiques. Est-ce que vous voyez? Oui. Ils ont dit que les assises ont demandé la relecture, les assises ont demandé ça. Ils sont venus vers les partis politiques avec ça. Et encore, ils sont revenus avec la société civile, les forces vives de la nation, avec ces mêmes, avec ces mêmes propos. Donc, la dissolution même, le grand débat qu'il y a eu, ou même la confrontation qu'il y a eu autour de la dissolution, je pense que ça a été imposé par les partis politiques, à travers le point de presse qu'ils ont fait à la maison de la presse, où ils ont dit, bon, nous voyons que, voilà, il y en a qui demandent notre dissolution, il y en a qui demandent à ce que les autorités font ça, nous n'allons pas accepter ça. Alors que ces voix-là venaient du Malien lambda, du bas peuple. Alors quand le peuple parle, comme ils aiment dire que, bon, les gens qui parlent ne sont pas le peuple, bon, mais quand même un citoyen, deux citoyens, ou même quand il y a des centaines de citoyens qui s'expriment, l'homme politique, son rôle, c'est d'écouter ça. C'est d'analyser ça. Et c'est de venir proposer à ce commandeur-là, à ce peuple-là. Vous avez vu, depuis que le débat a commencé jusqu'à aujourd'hui, aucun parti politique n'a proposé une solution concrète en lieu et place de la dissolution ou bien en lieu et place de l'abrogation de loi de la charte des partis politiques. Ils sont là à dire, nous ne sommes pas d'accord, nous n'allons pas être d'accord, on va faire ceci, on va marcher, on va faire ceci. Mais à chaque fois que ces partis vont marcher, qui va marcher avec eux? C'est les citoyens. Alors si c'est ces mêmes citoyens qui sont fâchés, il faut expliquer, il faut se mettre en cause et il faut proposer. C'est comme ça qu'on peut contribuer au débat. Mais il ne s'agit pas de venir montrer ses muscles. Je me pose la question, si les partis rentrent dans cette logique de montrer le muscle, de rentrer dans la logique de la confrontation, je vais me poser la question, ils vont rentrer dans la confrontation contre qui? Pas les autorités. Parce que ce ne sont pas les autorités qui sont dans les salles de conférence, ce ne sont pas les autorités qui sont dans la rue, ni les autorités qui sont sur les plateaux pour demander la dissolution. C'est les citoyens. Alors, comment un parti politique va rentrer en confrontation contre ses futurs électeurs? C'est comme s'il est en train de creuser sa propre tombe. Oui. Voilà. Doyen, allant toujours dans le même sens, ça ne pose pas un problème réel de la maîtrise même de la société malienne par notre classe politique? Est-ce qu'on se comprend, on parle réellement le même langage? Parce que les assises nationales, c'est le peuple malien en tout cas, c'est une émanation du peuple, parce qu'il y a eu des délégués qui sont venus des quatre coins du pays, mais ensuite ce sont ces assises nationales qui ont poussé à ces concertations et les partis politiques ont été concertés. Et dès lors, est-ce qu'il n'y a pas eu fuite en avant? Tout de suite, quand on prend les débats, il n'y aura pas de dissolution sans que les autorités ne se prononcent d'abord en faveur d'une dissolution. Oui, je trouve déjà que c'était un débat surréaliste. Mementa a marché sur ma langue. Okay. Les autorités de la transition n'ont jamais parlé de dissolution. Effectivement. Ils n'ont jamais parlé non plus d'abrogation même de la charte. Ils n'ont rien dit. Ils ont dit, bon, voilà la charte, comment on fait?
les gens ont parlé de relecture, ils ont dit, bon, allez-y. Donc, quand les autorités ne parlent pas de dissolution et que le débat a pris cette ampleur-là, cela signifie une chose, c'est que les partis politiques ont conscience de la désaffection de la population à leur endroit. C'est pourquoi le débat est monté aussi crescendo comme cela. Je crois que ça a commencé un peu par ton plateau. Parce que, bon, chacun regarde devant voit midi à sa porte. Ici, je crois qu'à un moment donné, on a rappelé la nécessité où on a posé le problème entre les 3 transitions de marcher d'un même pas. Là où il y avait 5 ans qui étaient accordés au président nigérien, 5 ans au président burkinabé, vous avez posé le problème s'il fallait suivre comment est-ce qu'on appelle ? Harmoniser les choses. Et on avait posé, parce que ce problème existe. Et ça nous ramène à quoi ? Au problème réel. Au lieu d'aller discuter des problèmes futiles, on a oublié l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? C'est déjà la sécurité à réinstaurer. Tout le reste, avec tout ce que cela peut entraîner comme action subséquente pour qu'on mette les gens un peu à l'aise. Mais ensuite, le deuxième problème, et qui est extrêmement important, qui est inédit dans l'histoire du monde depuis 1945, c'est qu'on est en train de marcher vers, on veut constituer une fédération, là où tout le monde a échoué. Et donc, ça, c'est l'essentiel. Et comment constituer une fédération si on doit tout le temps changer de pied? Aujourd'hui, ce n'est pas faire injure à quelqu'un. Moi, tout ce que j'ai suivi depuis combien de temps? Depuis les événements de 91, j'ai vu 2 hommes politiques critiquer les pays occidentaux, notamment la France. Tout le reste s'est abstenu de ça. Or, même le citoyen lambda de la brousse critique la France. Oui. Mais eux, ils ne le font pas. Pourquoi? Ils naviguent à contresens, à contre-courant de la population. Mais ils sont convaincus que c'est le président de la France qui peut leur donner le pouvoir. Entre autres. Mais sinon, je peux me demander qu'est-ce qu'il détient sur eux. Parce que vous avez vu, quand le Premier ministre Soumelou Bouboué Maïga a un peu haussé le ton, il est parti en France, il y a eu des grabuges. Quand le président Ibeka a commencé à sortir de sa position pour être plus offensif, on lui a affolé l'affaire Tommy. Qu'est-ce qu'ils ont contre les autres? D'autant plus qu'ils avaient des assistants dans tous les ministères. Donc ils sont au parfum des choses, ils savent ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils ont contre ceux qui ont assumé des postes ministériels et qui, en réalité, ont été, pour la plupart, les chefs de partis politiques? Et je ne sais pas, je ne dis pas c'est ça, mais moi j'élargis le débat, la réflexion. Donc, à mon sens, le débat là était un peu futile. Si c'est parti jusqu'à ce point, parce que les partis politiques eux-mêmes sont tellement conscients de la désaffection de la population à leur égard qu'ils se sont sentis en danger. Ils sont sur une lame de rasoir, c'est pourquoi ils sont montés au créneau pour prévenir une éventuelle dissolution. Mais sinon, le gouvernement n'en avait pas parlé. Ok. Voilà. Idrissa, est-ce que ça pouvait aussi ne pas être les faits, peut-être parce qu'il y a certains d'entre eux ne manquent aucune occasion pour s'attaquer aux autorités. C'est-à-dire toutes les occasions sont bonnes pour faire le maximum de bruit et essayer peut-être de soulever un peu les populations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette réalité qu'il faudrait prendre en compte? Bon, je pense qu'il y a ça, et je vais ajouter 2 autres éléments. C'est-à-dire la classe politique qui était opposée ou même qui était opposée en douce à la transition, parce qu'il y a une grande partie qui n'était pas aux affaires et qui voulait coûte que coûte venir aux affaires. À un moment donné, ils se concertaient pour voir comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser à présenter une candidature unique contre les autorités. Donc, il y avait environ 3 têtes comme ça. Et il y avait une tête juvénile qui pense qu'aujourd'hui, les vieux ont fait leur temps. Il va falloir que tout le reste là s'aligne derrière lui
Et il y avait également un qui est un peu âgé, qui n'en voulait pas. Donc il y avait cette confrontation-là entre eux, qui allait être le candidat unique des partis politiques pour affronter les militaires. Une course au leadership. Exactement. Donc ça a un peu capoté à un moment donné, et après tout le monde a pris son chemin, et à partir de là, il y a la tête juvénile qui était là à essayer de rassembler un peu les jeunes qui avaient une certaine frustration contre les autorités, ceux qui pensaient que c'était à eux d'être par-ci ou par-là. Il a commencé à la ramasser. Donc il y avait ces démarches-là en cours. Donc, mais vous parlez du politicien qui se donne pour mission principale de rassembler tous les frustrés contre le pouvoir en place, et qui se promène généralement de grain en grain, c'est ça? Mais disons les choses clairement. Voilà. Donc il y a également... Donc ça devrait aboutir à quoi? Parce que vous savez que actuellement, il y a dans le monde occidental, la France en tête, il y a quand même certains chefs d'État qui sont contre nous, qui essayent de voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver chez nous des leviers sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour combattre ces militaires-là. Donc il y avait également une course qui allait être le candidat de l'impérialisme, qui allait bénéficier du soutien de France 24, des RFI, des lobbying et autres là pour faire face à ça. Donc en ce moment-là, il y avait un concours. Vous pouvez remarquer sur la scène, il y avait un concours de violence verbale à l'endroit des autorités. Parmi ces hommes politiques-là, chacun voulait prouver que c'est moi qui suis fort, c'est moi qui n'ai pas peur des hommes politiques, c'est moi qui peux dire la vérité à Assimi. Pour répondre favorablement à l'appel d'offres d'Emmanuel. Voilà, pour commander ça. Donc il y avait ça en cours, mais ça n'a pas beaucoup marché. Et quand cette histoire de relecture de la charte qui est venue, et après quand les citoyens ont commencé à demander la dissolution, il y en a qui ont vu ça comme une opportunité, comme une chance de rassembler tout le monde politique derrière eux afin de renforcer leur personnalité, de renforcer leur image et de faire face aux autorités. Et pour d'autres également, c'est un moyen, parce qu'ils ont tenté avec les coups d'État, ça n'a pas marché. Ils ont tenté avec des subversions, ça n'a pas marché. Et pour eux également, c'est le lieu et le moment. Et c'est une chance également d'amener le chaos sur la scène dans le pays, faire bloquer les choses, bloquer le gouvernement, ainsi de suite, pour qu'il y ait encore de la frustration, afin que le peuple puisse se soulever pour demander, bon, vraiment, la transition a assez duré, rien ne va plus, les gens ne peuvent plus sortir, ainsi de suite. Donc, il y a ce jeu-là qui est en dessous, et il y a beaucoup qui comptent sur ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir dans les jours, dans les semaines ou bien dans les mois à venir, que ce bloc-là va commencer à se fissurer, parce qu'il y a un problème de leadership qui va s'imposer. Comme en 2018, comme en 2019, comme en 2021. Et aujourd'hui, cette fissure-là va commencer à se sentir tout à l'heure, parce que entre eux, ils ne se font pas confiance. Vous avez vu le point de presse qui a été fait à la maison de la presse, le premier et le deuxième. Vous avez vu qu'il y avait, je peux dire que c'est les chefs de partis politiques qui étaient là-bas. J'ai remarqué Muntakatal, par exemple, Maître Muntakatal. Il y avait Maître Muntakatal, il y avait Touré également. Mais il n'y avait pas les autres chefs, c'est-à-dire de sa génération, ou même les autres chefs de parti. Vous savez, souvent, c'est quoi? Les gens se disent que, ok, comment je vais expliquer ça là? Ce groupe est sous le leadership de Maître Muntakatal. Si je viens me joindre à ce groupe-là, je serai sous son leadership. Lui, il va refuser de partir. Il va envoyer son adjoint, ou bien il va envoyer son ségal. Lui aussi, il va essayer d'organiser un truc. Les autres aussi vont faire la même chose. Et ainsi de suite, ils vont commencer à se fissurer. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont réussi à ne pas se mettre d'accord sur le fonctionnement même du pays. Et c'est ce qui a conduit à tout ce chaos-là. À chaque fois qu'on met une personnalité, les autres vont refuser, pensant que c'est leur tour, pensant que c'est eux qui doivent venir au pouvoir. Effectivement, nous savons qu'ils ont même comploté, ils ont même contraint des présidents
à faire partir leur premier ministre ici, donc à faire changer de gouvernement. Tout ça, c'était pour espérer peut-être... Imaginez en 2018, au deuxième tour des élections présidentielles contre Ibeka, ils se sont retrouvés au Palais de la Culture pour se mettre d'accord, se rallier aux candidats de l'opposition pour passer vers la fin. Ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Donc imaginez, eux qui parlent de la démocratie, eux qui parlent de la constitution et tout, il faut la démocratie, on leur a donné la possibilité de faire partir Ibeka démocratiquement en 2018, ils ont refusé. Doyen, Oui. les concertations nationales ont préfet. Il y a eu phase régionale puis phase nationale. Il y a eu beaucoup de recommandations. Mais s'il y a 3 recommandations clés qui ont sans doute retenu votre attention, lesquelles et peut-être pourquoi? Bon, la première recommandation, comme je l'ai dit tout de suite, chacun voit midi à sa porte. C'est la dissolution dont le coup d'envoi a été lancé par toi-même ici, en disant que les 3 pays doivent aller de pair. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'octroyer 5 ans, un délai de 5 ans, un mandat de 5 ans au président de la République pour continuer sur sa lancée. C'est aussi intéressant parce que sans cela, il ne peut pas marcher au même diapason que les présidents des autres pays. Oui. Il n'y aura pas d'harmonie. Bon, ensuite, le troisième point, et ça aussi c'est parti pratique. Moi, attention, je vois midi à notre porte, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un n'en a pas parlé. Moi, je n'ai pas entendu. Okay. Le paysage médiatique malien est tellement fourni qu'on ne peut pas tout écouter. Mais je n'avais jamais entendu qu'on impose une obligation de résultat aux partis politiques. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ça a été pris dans les recommandations. Donc ça, c'est les 4 points, les 3 points, s'il faut choisir 3 points, que j'ai pu réunir, évidemment, en mettant en exergue notre plateau. Merci beaucoup. Merci, toi. Mais maintenant, Oui. les 3 points, ou bien vous avez un autre point à proposer? Bon, déjà, vous savez, chacun avait ses demandes. Hein. Moi, ma préoccupation principale, c'était l'audit des partis politiques. Parce que je me suis dit, même si on dissout les partis politiques, les partis vont toujours revenir, ou ils vont toujours exister. Maintenant, on va dissoudre un parti politique, les membres vont créer un autre parti politique. Grande chose n'aura pas changé. Mais quand il y a l'audit et qu'on sait que tel homme politique a fait ceci, a fait cela, et il sera tout simplement banni de l'espace politique. Oui, donc même s'il faut créer un autre parti, ou même si avec l'abrogation de la charte, quand la nouvelle charte va venir, il y aura ce qu'on appelle l'argent qui a été donné au parti sera audité. Donc on saura qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui est blanc, qui n'est pas blanc, qui est sain, qui n'est pas sain. Donc comme ça, dans la recomposition de l'espace politique, quand même, ceux qui traînent des casseroles derrière eux vont disparaître. Donc ça va assainir l'espace politique et ça va également servir, à ceux également. Parce que nous, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous qui veulent également venir sur l'espace politique. Nous aussi, nous allons nous dire, ok. Ah bon, tu es intéressé? Bon, pour l'instant, moi pas, mais il y a beaucoup de camarades qui sont intéressés. Sincèrement, pour l'instant pas, mais il y a beaucoup de camarades. Tu as les 100 millions pour créer un parti? Non, pour l'instant, créer un parti ou bien même militer dans un parti politique, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas d'abord, en attendant de voir les choses. Parce que tu sais pourquoi moi, les partis politiques chez nous, ça restreignait beaucoup. C'était une sorte d'enlèvement de liberté au profit des militants. Tout le monde savait que le parti, il n'est pas sur la bonne voie. Ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Mais comme c'est notre parti, ou bien on est dans le parti, on est obligé de s'aligner sur la ligne. Et quand on sort pour dire que bon, je ne suis pas pour ça, ou bien je suis pour ça, alors que ce n'est pas la ligne de la partie, raison pour laquelle moi, je me suis abstenu de ne pas venir sur la scène politique. Donc, l'audit va permettre d'assainir la scène politique. Mais il y a les 100 millions que vous venez d'évoquer tout à l'heure, moi, je me méfie beaucoup de ça.
Ouais, Je me méfie beaucoup de ça. L'argent. Et si on doit conditionner la création des partis politiques à 100 millions, ben, imaginez, ceux qui ont foutu ce pays-là ont des milliards. Ceux qui ont fui pour aller se cacher à l'extérieur là, et qui n'attendent que les élections ont des centaines de milliards. Mais seulement l'audit dont vous avez dit va servir à les écarter. J'ai compris. L'audit va servir à les écarter, mais ils vont juste déléguer. Ils vont juste aider quelqu'un à créer un parti. Deuxièmement, aujourd'hui, notre franc CFA là, c'est la France qui fabrique quand même. La France a des milliards. On se bat contre la France. Si la création des partis est conditionnée à 100 millions, la France n'aura pas de mal à donner 100 millions à qui que ce soit pour créer un parti. Donc, j'aurais voulu qu'on mette beaucoup d'autres conditions que de ne pas dire pour créer un parti politique, il faut mettre 100 milliards. Peut-être ceux qui ont dit ça pensent que maintenant, quelqu'un qui a mis 100 millions plutôt pour créer un parti politique, il sera obligé. Mais souvent, quand on met de l'argent à la création d'un parti politique, 100 millions, là où l'argent va venir là, c'est lui qui va contrôler le parti. Non seulement c'est lui qui va contrôler le parti, et puis le parti va se battre comment récupérer nos 100 millions qu'on a investis pour créer le parti. Donc moi, je pense qu'il faut conditionner la création des partis premièrement à des projets de société bien faits, bien clairs, bien précis. Ensuite, à la moralité des hommes qui vont créer les partis politiques, à leur parcours, à leur casier judiciaire et autres. Moi, je pense que ça sera plus efficace que de demander à ceux qu'il faut payer de l'argent pour créer un parti politique. Maintenant, s'il y a une troisième recommandation, c'est la troisième recommandation qui a abouti à l'abrogation de la charte sur de la loi portant sur la charte des partis politiques. Parce que moi, j'avais vu la chose comme si les partis n'avaient pas compris la société. Le problème, c'était quoi? Les gens ne se retrouvaient plus à cette pratique politique. Donc, si l'abrogation de la loi sur la charte des partis politiques peut servir de tremplin pour qu'on ait une autre charte qui va être... Et d'ailleurs, ce que je suggère même aux hommes politiques, les partis politiques, au lieu de faire des bruits, des campagnes, de vouloir faire des manifestations et autres là, retourner à la maison, aller réfléchir et sortir avec des propositions concrètes. Donnez vos propositions. Proposez ça au peuple. Parce qu'il y en a qui se sont mis dans une logique comme si c'est Assimi qui s'assoit à Koulouba, il appelle le général Issa Diawara, il dit général, il faut aller dire qu'il faut demander la dissolution des partis. Ce n'est pas comme ça. C'est le peuple qui a vécu quand même. Le peuple a vécu le méfait de ces pratiques politiques. Alors le peuple qui a vécu ça, c'est ce peuple qui demande à ce qu'il y ait du changement. Donc il faut comprendre ça et proposer au peuple. Comme ça, le peuple va regarder ça, le peuple va examiner ça. S'il y a un parti politique aujourd'hui qui arrive à proposer une charte, une charte de qualité qui peut être véhiculée, qui peut être comprise par le peuple, pourquoi pas? Mais aller tomber dans les trucs de manifestation, meeting, conférence, quand vous allez finir avec les conférences, les trucs et autres là, vous allez venir trouver le peuple devant vous. Merci beaucoup. Doyen, 100 millions pour créer un parti politique et à peu près 50 millions pour être candidat. Qu'en pensez-vous? 50 millions pour être candidat, 100 millions. Déjà, d'abord 100 millions pour créer un parti politique, ce n'est pas 100 millions que l'État va s'adjuger, c'est une caution. C'est-à-dire, à tout moment, on peut retourner la caution, ce que j'ai compris. Premier problème. Le deuxième problème, les 50 millions, pour rendre ça efficace, parce qu'il y a un gros problème. À un moment donné, en 2013, je crois, on avait 27 candidats au présidentiel. Imaginez le nombre de bulletins qu'il faut imprimer, et en couleur par-dessus le marché. Ça fait des dépenses énormes pour l'État malien. Et donc, des gens se présentent au présidentiel rien que pour avoir sur leur carte de visite anciens candidats aux élections présidentielles. Un passeport diplomatique. C'est tout, et rouler avec ça. Donc 50 millions peut-être, mais il faut l'assortir avec une condition liée à l'obligation de résultat. Si tu n'as pas 5% ou si tu n'as pas 10% de l'électorat, tes 50 millions, tu les perds. Mais ensuite, ce qu'on oublie,
c'est que 100 millions, 200 millions, ce n'est pas le chiffre qui est important. Ce qui est important, le contrôle que l'État doit exercer sur les sources de financement des partis politiques. Ça, c'est essentiel. Même si c'est 500 000 francs, qu'on sache d'où ça vient, qui l'a donné. Le vrai problème se trouve là. Oui, mais faut-il pas craindre aussi, parce que les 100 millions qui dorénavant l'espace politique soit, comment on va dire, entre les mains uniquement des hommes d'affaires? Bon, c'est un risque. C'est un risque. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant, partons des valeurs africaines, il ne faudrait pas mettre en avant, au lieu de mettre du matériel en avant, mais plutôt la moralité, une enquête de moralité. Pour créer un parti politique? Pour créer un parti. Qui demande à créer un parti? Qui c'est? Si on va sur ce champ-là, on va encore tomber dans tous les bagarres qu'il y a eu pour dire le récépissé de création est au nom de qui, c'est à mon nom, ce n'est pas à ton nom. Quand on crée un parti politique, ça devient une association ouverte et personne ne peut en réclamer la paternité. Ça doit être le principe. C'est aussi le mal de tous nos partis politiques. Tous ceux qui ont créé des partis politiques depuis 20 ans ou 30 ans, ils sont toujours à la tête. Le parti est à leur image. Non, beaucoup de nos partis sont antidémocratiques, ça c'est très clair. Bon, et donc, si on veut peut-être les 100 millions, si c'est des gens qui cotisent, il n'y aura pas un seul qui sera le bailleur de fonds. L'idéal en ce moment, même si cela doit être maintenu, je ne dis pas qu'il faut maintenir, mais même si cela doit être maintenu, il faut répartir ça entre des personnes qui adhèrent à l'idéologie politique. Pour moi, ce qui est plus important et qui a toujours manqué ici, c'est une idéologie politique claire qui définit un projet de société sur lequel on va construire le parti. Ça, c'est des idées qu'on met en avant. Pas une personne. On doit savoir si vous êtes réellement un conservateur ou si vous êtes progressiste. Un socialiste, un progressiste, un capitaliste, pour une économie ouverte, une économie... Tout ça, il y a des possibilités et c'est sur cela qu'on doit travailler. Et c'est ça qu'on peut même critiquer ou qu'on peut même regarder. Parce que quand vous avez... moi, je vous prends l'exemple de quelqu'un qui a créé un parti politique. À l'époque, je crois que l'intéressé, c'était du temps de ATT. Il était virulent avec ATT. Très virulent. Et puis, parfois, un jour, il crée un parti politique. Il crée un parti politique. Et puis, dès qu'il a fini de créer le parti politique, l'annoncer, parce qu'en fait, c'est des partis politiques du petit écran. Hein. Tu viens au petit écran, tu fais de la publicité, tu es ici, tu es là. Et puis, il y a un parti politique. Ce n'est pas des partis politiques. Et quand on leur demande, oui, le parti continue son implantation à l'intérieur, il n'y a aucune implantation. Ils sont juste sur le petit écran. Soit dit en passant, quoi. Mais qu'est-ce qu'il a fait quelques jours après? Il a rendu visite à l'opposition et a dit qu'il s'inscrit dans l'opposition à ATT. Et puis, 15 jours après, il dit qu'il va rendre visite à la majorité. Moi, j'ai dit à ma femme, c'est fini, il a tourné kazakh. C'est un malinqué. C'est au vu et au su de tout le monde. Okay. Et ça n'a pas raté. Au bout de quelques temps, il dit qu'il rejoint la majorité. Mais sur la base de quel programme politique? Quel est le programme politique que lui, il vient de créer, qui peut concorder et qui n'est pas dans l'autre et où il va s'ajouter à eux pour apporter un plus? C'est des programmes gouvernementaux, c'est des programmes de société qui doivent s'allier pour faire une fusion ou bien une alliance. Mais pas des personnes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. D'où on repose le problème de l'idéologie politique nécessaire. Il n'y en a pas des masses. Si on cadre ça, tout le monde doit rentrer dans ça. Maintenant, si vous avez choisi ça, bon, les autres, il peut y avoir une tendance à l'intérieur, mais vous allez vous réunir. Moi, je crois que c'est ce qui est plus important que le niveau de financement. Alors, parce que il faut également reconnaître que l'espace politique a été également pourri par de l'argent, parce que c'est l'argent qui a remplacé tout.
l'argent a remplacé l'idéologie, l'argent a remplacé les militants, et l'argent a même remplacé les urnes souvent. Et les gens, parce qu'ils sont riches, on a vu ici, parce qu'ils sont des commerçants, ils veulent avoir des facilités pour rentrer et sortir, ils demandent à être députés. Et parce qu'ils ont de l'argent, soit ils vont créer un parti, après ils deviennent députés, soit ils vont adhérer à un parti, ils deviennent le bailleur, et après on leur prend comme tête les listes, ils deviennent députés, et comme ça ils s'en foutent de tout ce qui se passe. Et même souvent quand on dit que les partis ne sont pas démocratiques parce que c'est la même tête qui est là depuis 10 ans, tout ça souvent ça dépend du financement, parce que c'est lui qui a de l'argent, hein? Quand il y a des meetings c'est lui qui finance, quand on doit payer quelque chose c'est lui qui finance, d'ailleurs le bureau qui est là, le secrétaire qui est là c'est lui qui paye. Et donc, souvent même, oui. souvent même si le père fondateur du parti politique n'est plus là, les partis cessent même. Oui, parce que le père fondateur est le père financier du parti. Donc, tu vois, donc, on se bat contre tout ça, quoi. Donc, pour se battre contre tout ça, il faut se méfier de l'argent et donner vraiment la chance à ceux qui ont des idées, à ceux qui ont une vision, qu'ils puissent quand même émerger sur la scène politique et qu'ils ne soient pas freinés à cause de l'argent, quoi. Mais dans ce cas, mieux vaut aussi, je retiens bien de notre discussion ici, mieux vaut proposer qu'on mette en avant d'abord l'idéologie même. C'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce que vous allez vous inscrire dans un cadre beaucoup plus libéral ou bien dans un cadre un peu socialiste? Qu'on mette aussi en avant si les 100 millions ne doivent pas provenir directement d'une seule personne, mais ce sont les gens qu'on va lister, c'est-à-dire les membres parce que déjà il y a qui doivent cotiser, il faut exiger ça. Il y a la création du parti et l'existence du parti. Parce que quand on crée le parti, on n'a pas forcément 1000 militants. Quand on crée, okay. C'est un nombre de personnes qui se voient, qui ont une vision, qui ont une idée, qui vont essayer de créer un parti politique et pour aller à la conquête maintenant des militants. Oui. Donc à la création, chercher des gens voilà, donc à la création, ce ne sont pas des gens qui ont des militants qui vont cotiser tout. C'est après avoir créé qu'il y a des militants, qu'il y a du... Mais je pense que il faut également mettre le financement comme c'est déjà, je pense que ça va figurer sur la charte, le contrôle du financement des partis politiques. Donc, c'était des recommandations ici des concertations nationales. Vous, en tant qu'expérimenté, quelle valeur donnez-vous à ces concertations? Bon, je ne donne pas plus de valeur ou moins de valeur à la concertation qui vient de se tenir qu'aux forats qui ont été initiés depuis 2018. Okay. Le dernier mois, j'étais le délégué de l'Église en 2018, je crois, lorsqu'on a voulu faire le dialogue national inclusif. Au départ, c'était même pas inclusif. C'est dans la salle qu'on a imposé inclusif. Il y a des partis politiques de l'opposition qui ont refusé de venir. Le Premier ministre de l'époque, Boubou Cissé, nous a mis les autorités coutumières et les religieuses en mission pour voir approcher les opposants, pour essayer de les convaincre pour venir. On a fait à peu près un mois, en raison de 2 réunions par semaine, pour les recevoir dans le vestibule. Donc si je comprends bien, en 2018 déjà, certains partis politiques avaient refusé de participer au dialogue national. Mais aujourd'hui, j'en viens, les conclusions sont terribles pour les partis. On les a reçus. Il y avait celui qui avait, je crois que c'est le parti de Soumaïla qui avait le plus grand nombre de points divergents, 11 points. Et le second avait 9 points divergents. On pouvait les regrouper et les recouper. Moi, j'ai fait l'effort de les regrouper et de voir qu'est-ce qu'on peut réduire déjà, proposer comme solution. J'ai tout réduit jusqu'à 3 ou 4 solutions. Mais là, la décision devait être prise par le président de la République. Sur cette base, on a fini par faire un rapport qu'on a envoyé au Premier ministre en laissant la porte ouverte que voilà, il y a ça, et ça, c'est le président qui peut prendre la décision. On ne nous a pas, ils n'ont pas mis ça, ils n'ont pas... C'est à lui d'arbitrer, de trancher. Voilà, de trancher, mais il n'a pas tranché, il n'a pas tenu compte de ça. Je ne sais même pas s'il a vu. Mais chose curieuse, ce que j'ai vu, il y avait un problème de représentation. C'est-à-dire les partis de l'opposition pensaient que non seulement ils ont un effectif très minime pour les représenter,
Mais qui plus est, toutes les autorités administratives étaient représentées avec voix délibérative. Donc pour eux, le problème se posait, leur voix n'allait pas valoir. Ils allaient juste là-bas pour faire... La figuration. Pour être des faire-valoir. Parce qu'en aucun cas, ils ne pouvaient jouer sur les résultats. Ceci s'est passé en 2018 pour le dialogue national. Pour les ANR, ceux qui étaient les tenants du dialogue national, qui l'ont organisé, qui reprochaient aux autres de ne pas venir, à leur tour, c'est eux qui refusaient de venir. Pas pour les mêmes raisons pratiquement. Et même pour toutes les autres concertations ou forats, chaque fois qu'on a organisé, c'est opposition et majorité. C'est vous qui êtes là-bas aujourd'hui, nous on ne va pas y aller. Et on cherche toutes les raisons. Donc ils sont en train d'accuser celui qui est là aujourd'hui, qui n'a pas la main à la pâte, accuse l'autre, de faire ce que lui-même a déjà fait. C'est à cela que je voulais en venir. Okay. Tu lui reproches quelque chose que toi-même tu as fait dans le temps, que lui te reprochait. C'est un cercle infernal, on n'en sort pas. Ouais. Donc, même la représentativité d'une telle concertation, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut bien commencer par quelque chose. Mais il faut avoir le nez creux. Un homme politique a le nez creux. Kalabanti a des dos. Ils savent où va le vent. Ils savent où le penchant, où la majorité de pas la majorité, mais la plus grande partie, une très grande partie de la population penche sur ce côté. Et leur justificatif, on est en train de leur mentir. Ou bien on est en train de leur donner de l'argent. Malheureusement, on leur ment et ils sont en train de les suivre. Mais quoi qu'il en soit, la population les suit. C'est ça le résultat final. Donc, je crois, pour relever, il n'y a pas une concertation qui ait plus de valeur que l'autre pour ces raisons-là. Merci. Mais aujourd'hui, ça permet seulement de prendre le pouls de la population à un temps T, qui peut changer demain, parce que les ANR, on ne parlait pas de dissolution des partis. On parlait de réduction. Mais un an ou un an et quelques après, les choses ont bien évolué et les gens sont partis. Non, pour tout refaire, il faut carrément tout dissoudre. Donc, les esprits ont évolué entre-temps. Ça arrive, demain, on va faire d'autres concertations, on va avoir peut-être d'autres solutions plus accentuées. Voilà. Tu ajoutes quelque chose? D'abord, ce que je vais ajouter, c'est d'abord une question. Oui, c'est moi qui pose des questions. Non, une question, c'est une question de réflexion. Nous sommes des juristes, on aime partir des questions. Ok. Voilà. Les assises nationales pour la refondation ont demandé la réduction du nombre de partis politiques. C'était en 2021. En 2025, on fait une concertation. Les gens disent, bon, on ne veut même plus une réduction, on veut purement et simplement la suppression. Donc ça veut dire que de 2021 en 2025, en 4 ans, les partis devraient comprendre d'abord, attention, quand même, le peuple commence à être frustré contre nous, travailler à réduire ça ou même à retrouver la confiance. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire que la frustration est même montée. Crescendo. Voilà. En lieu et place de la réduction, les gens demandent maintenant, non, on n'en veut plus. Ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé à ce que la tension baisse. Ils n'ont pas travaillé à ce qu'il y ait compréhension. Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas fait leur autocritique. Ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes pour que les gens les comprennent. Ils n'ont pas travaillé sur eux-mêmes pour pouvoir changer et s'adapter aux aspirations du peuple. C'est la première remarque que j'ai faite. Maintenant, parlant de valeur, je dis toujours aux gens, à chaque fois qu'il y a 2, 3 ou 4 Maliens qui se mettent ensemble pour parler du Mali et produire quelque chose, mieux vaut les écouter. Mieux vaut les écouter que de subir les conséquences, quoi. Parce que quand les gens disent on ne veut plus ça, quand les gens disent il faut changer ça, et que tu dis bon, c'est pas toi qui dis ça, on t'a demandé de dire ça, on t'a demandé de dire ça, le jour où il n'aura plus envie de parler, il va passer à autre chose. Ça, on ne souhaite pas. Ça, on ne souhaite pas. Donc, ce sont les Maliens qui se sont exprimés sur les questions d'intérêt nationaux,
des questions qui concernent notre avenir. Donc, il faut écouter ça. Maintenant, c'est des recommandations qui sont sorties. Il y a également une grande différence, c'est que beaucoup également n'ont pas compris. Parce que j'ai entendu par-ci, par-là pour dire, voilà, on ne voulait pas partir, on a dit que quand ils partent, ils vont faire ça. Mais, en général, quand tu demandes aux gens, viens me donner des idées, quand il vient là, il va te donner ses idées. Hein? Il ne va pas venir te dire ce que tu penses quand même. Non. Il va venir te donner ses idées. Maintenant, quand tu as ces idées, c'est à toi maintenant de travailler en fonction de ça, ce que tu veux. Il y a des recommandations qui ont été faites. Non des textes, non des lois, des recommandations. Maintenant, c'est à partir de ces recommandations que les autorités vont voir quelles solutions on peut trouver à travers ces recommandations-là. Et il y a une recommandation qui est là, bon, qui va avec les textes. Il y a une autre recommandation qui est là, qui ne va pas avec les textes. C'est aux autorités d'adapter toutes ces recommandations-là aux textes en vigueur. Il n'y a pas de problème. Même si les gens demandent à ce que demain le Mali soit un pays où on sera dans un régime parlementaire pur et simple, ben, ce n'est pas mauvais en soi, c'est une demande. C'est aux autorités de voir la faisabilité de ça. Parce que les autorités ont des conseillers pour ça. Ils ont des juristes pour ça, ils ont des conseillers techniques, ils ont même droit à avoir des cabinets privés pour consulter. Donc c'est à eux d'adapter l'aspiration du peuple au texte ou même créer d'autres textes qui peuvent répondre aux aspirations du peuple. Parce que j'ai beaucoup entendu des gens qui disent que non, on n'est pas dans la constitution, on n'est pas dans les lois. Je me suis dit, bon, ok, d'accord, si dans la vie d'une nation, on doit arrêter de réfléchir, hein, comment dire là, on doit arrêter d'évoluer, on doit arrêter de progresser, on n'allait pas avoir une constitution en 92, parce qu'avant la constitution de 92, il y avait une constitution. Hein? Avant la constitution de 74, il y avait une autre constitution. Avant ça, là, il y a eu Kouroukanfouga. Mais les choses ont évolué. Donc, à chaque fois, le peuple a le droit de réclamer. Le peuple a le droit de rêver. Sinon même de rêver, quoi, de rêver. Donc, quand le peuple rêve, maintenant, c'est à l'élite, que ce soit homme politique ou autorité, hein, d'adapter ces règles et ces rêves-là aux réalités, de transformer ces rêves-là en réalité. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Merci beaucoup. Du Mali, nous sommes déjà dans l'espace AES. Mais parlons carrément de l'AES parce que nous avons suivi des vagues de manifestations, non seulement dans l'espace AES, mais un peu partout en Afrique et dans le monde, en faveur, en soutien au président actuel du Burkina Faso, son Excellence Ibrahim Traoré, que nous saluons au passage, à la suite d'une menace proférée par un général américain, un général qui commande la force américaine en Afrique ici, Africom, qui s'appelle Michael Langlais, lui-même un noir africain, un noir américain, il faudrait le dire. Et donc, il y a beaucoup de manifestations de soutien, parce que quand il dit qu'ils ciblent, leur cible c'est IB, donc leur cible c'est l'AES dans son ensemble. Parce que IB aujourd'hui incarne quoi? C'est le combat porté par les dirigeants de l'AES, le combat porté par le peuple de l'AES. Avez-vous des commentaires à faire? Bon, je crois que ce que je peux dire, comme dans un langage un peu de la cosmogonie, c'est les étoiles qui se sont alignées. Okay. Nous sommes aujourd'hui à un moment donné très favorable où le Burkina, les 3 pays du Sahel intérieur qui faisaient partie de la CEDEAO se sont alignés et ont le même projet. Oui. Et aujourd'hui, chacun, c'est pas seulement contre IB. En réalité, derrière la manifestation contre le général américain Langlais, c'est une manifestation pour tous les 3 présidents des pays en transition. Voilà la réalité. Ne touchez pas aux cheveux d'un seul d'entre eux. IB était pris en exemple parce que c'est IB qui a été cité, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup d'analystes disent que ce n'est pas IB seulement. Et en fait, ils ont montré IB du doigt, mais l'intention peut être ailleurs. Donc, les 3 présidents bénéficient d'un soutien aujourd'hui, pas seulement de l'Afrique, mais même des Africains en dehors de la diaspora, et même des Africains, Américains, Jamaïcains et autres qui sont dans les îles et tout. Il y a une conjonction. Donc, c'est le résultat d'un travail approfondi fait depuis des années par des panafricains. Leur campagne a su prendre. Aujourd'hui, la lame de fond qui s'était levée est devenue vient par vague et c'est difficile de maîtriser.
Donc moi, je pense que ce soutien, parce que les Occidentaux, d'une manière générale, ou même ceux qui se disent, comment est-ce qu'on appelle, démocrates, ils ont peur d'une chose, la masse, la foule. Effectivement. Leur totem, c'est la foule. Quand vous sortez comme ça et que vous vous réunissez, ils abandonnent le projet. Mais je pense que l'AES peut aller plus loin parce qu'il y a, je ne sais pas, c'est Iboussi qui donne Yaoundé ou quelque chose comme ça, un groupement de gens qui sont dans les capitales. Mais je crois que les autorités doivent voir, de la transition doivent voir, instituer, comment dirais-je, un commando anti-push. C'est de bon augure puisque la CEDEAO a pu le faire, a voulu le faire. C'est-à-dire aujourd'hui, ce commando anti-putsch va immédiatement se porter dans le pays où on s'attaque au président de la République. Est-ce que la création de la force conjointe de 5000 hommes ne répond pas à ça? Mais il faut aller plus loin. Les 5000 hommes, c'est pour le reste. Moi, je veux une unité spéciale qui peut accomplir. Et ça veut dire celui qui fait un coup d'État, tu laisseras ta vie. Ça, c'est la moindre des choses. Oui. Et il y a un fait aujourd'hui patent que l'on doit voir. Le Mali était tombé à 95%. On n'avait plus d'État. Il y avait plus d'autorité centrale. Quelle était la corporation ou même le corps social qui pouvait restaurer l'État? Sinon les militaires. Il n'y en a pas. Et le travail qu'on doit faire, comme on l'a dit ici, le coup d'État pour dire la transition doit être courte, ceci, cela, c'est de faux débats. Une transition n'a de limite que dans la mesure du traitement des problèmes qui l'ont amené. Effectivement. Mais sinon, au-delà de ça, tu ne trouveras aucune constitution qui va dire le jour où on fera coup d'État, voilà, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, pour vous appuyer, doyen, nous avons fréquemment donné l'exemple de l'Allemagne. J'ai dit l'Allemagne a connu 3 transitions, l'Allemagne moderne, de 1918 à 1933, une transition, donc de plus de 15 ans. Voilà. Deuxième transition, c'est de 1945 à 1949, 4 ans. Et la troisième transition, c'est de 89 à 90. Donc les trois transitions n'ont pas connu la même durée parce que les 3 transitions n'avaient pas les mêmes problèmes à traiter. Voilà. Et donc, moi, c'est... Et puis, comme je suis un féru de sport aussi, peut-être qu'aujourd'hui, il va falloir voir dans quelle mesure on peut faire une équipe nationale cadette pour l'AES ou les U17, ou en tout cas trouver le moyen de créer une équipe nationale des 3 pays réunis et pour une compétition et qui vont porter le drapeau de l'AES. Ça, c'est juste une suggestion. Parce que par le sport, les gens aussi peuvent... Est-ce qu'il n'est pas mieux, dans ce cas, d'initier une compétition inter-AES? Non. Une commission... une équipe, une seule sélection. Une seule sélection. C'est le chemin de la fédération qu'on veut montrer. Bon, je ne sais pas si les lois parce que ça peut, en 3 équipes, on a plus de chances d'amener un trophée. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'interpénétration. Si on a une seule équipe, par exemple U17, je ne dis pas que ça doit être ça, qui compétit et qui réunit les jeunes, les meilleurs des 3 équipes, mais toi, tu vas les supporter. Le Burkinabé va les supporter. Et le Niger, ils vont vibrer d'un même cœur. Et ça rapproche beaucoup plus que beaucoup de choses. Bon, c'est juste une suggestion. C'est à soumettre à réflexion. Voilà. Je ne suis pas du tout opposé. C'est une suggestion, voilà. Mais partout des vagues de manifestations en soutien au voyant président, le capitaine Ibrahim Traoré. Par lui, nous saluons tous les dirigeants de l'AES d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos remarques? Déjà, comme un flash, je me suis tout d'un coup souvenu des États-Unis pendant l'esclavage. Comme c'est le général Michael Langley, qui doit être forcément descendant d'un de ces Africains qui ont été déportés. Qui étaient contre-maître, qui étaient auprès du maître. Parce qu'il y avait deux esclaves. Il y avait les esclaves qui étaient au champ
et ceux qui étaient auprès du maître. Et ceux qui étaient dans les champs, quand eux se révoltaient, ceux qui étaient auprès du maître, c'est eux qui étaient envoyés pour mater ceux qui étaient au champ. Et comme aujourd'hui, nous, dans l'AIS, on se soulève pour la continuité du combat de Marcus Garvey. Et c'est un autre noir au service de l'ancien maître qui sort pour nous intimider. C'est comme Barack Obama de quoi? Parce que premièrement, nous avons connu les terroristes, tout, c'est à cause de Barack Obama. C'est lui qui nous a envoyé tous ces terroristes-là, parce que c'est lui en complicité avec Sarkozy et autres là qui ont bombardé la Libye. Et pendant que nous gérons les conséquences de ça, il y a un Barack Obama 2 qui veut venir casser le reste. Mais à la différence, j'ai vu avec Ibrahim Maïga un parlementaire américain, noir aussi, qui a apporté ses soutiens au capitaine Ibrahim Traoré. Le Burkinabé, là? Oui. Un peu joufflu, là? Oui, il était avec Ibrahim Maïga. Il est parlementaire? Non, il ne s'agit pas d'Ibrahim Maïga. J'ai dit, il était avec Ibrahim Maïga lors de la manifestation. Ah, ok. Un parlementaire américain noir. Ah, d'accord, ok. Qui a apporté ses soutiens au capitaine Ibrahim Traoré et à l'AIS. Parce que j'ai été à Harlem, j'ai échangé un peu avec les vieux et même souvent avec des jeunes qui étaient là-bas. À Harlem, ils connaissent, il y a des gens qui connaissent Thomas Sankara plus que Jefferson. À Harlem. Donc, ces genres de propos, ça ne fait qu'unir quoi? Le monde qui aspire à la liberté. Ça ne fait que unir les panafricains quoi. Parce qu'il a provoqué la réaction des Noirs américains aux États-Unis même contre lui et en soutien aux autorités de l'AIS. Donc souvent, il y a des propos qui peuvent nous blesser, mais c'est des propos qui donnent de l'essence à notre combat, qui amènent encore d'autres personnes à s'intéresser à notre combat, qui amènent encore d'autres personnes à nous soutenir. Et souvent, ils forcent même des gens qui veulent rester dans la neutralité dans laquelle vous avez vu tout de suite là, quand je rentrais, j'ai vu le message de Mokobe qui a apporté également son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui, ils sont là, ils ne font pas forcément ce que nous faisons, mais quand tu les obliges à parler, ils vont parler et ils vont sortir du silence et apporter leur soutien aux autorités qui travaillent actuellement. Donc je pense que le gars déjà, il a réussi à unir. Il a communiqué pour nous. Voilà, il a communiqué pour nous. Il a réussi à mobiliser le monde pour le capitaine Ibrahim Traoré. Et de là, vous avez également vu que il y a ce fibre patriotique-là qui avait commencé à disparaître en Afrique est en train de renaître quoi. Parce que malgré tout ce que nous vivons sur notre territoire ici, à chaque fois que les gens sentent seulement qu'il y a quelqu'un quelque part qui veut tenter quoi que ce soit contre nous, les gens oublient tout, ils se donnent la main. Ils disent non, ces gens-là, vous allez les laisser, ils vont travailler. Et souvent, il faut mesurer. Attends, je ne vais même pas te couper. Oui. D'ailleurs, certains disent qu'il y a déjà des Noirs américains autres qui demandent d'anciens militaires, qui demandent à venir aider militairement les pays de l'Est. Des volontaires. C'est possible parce que quand j'ai été à New York, il y avait des Américains noirs. Ils ont juste entendu qu'il y a des Maliens qui sont ici, ils sont dans ce territoire-là. Ils sont venus. Ah bon? Oui, ils sont venus, ils voulaient savoir, mais on entend beaucoup, on entend qu'Assime est comme ça, on entend Ibé comme ça, mais c'est comment vraiment nous vous soutenons 100% ici, il faut même que nous partons en Afrique. Ils étaient prêts à venir et à nous soutenir quoi. Donc des actions comme ça, parce que souvent quand nous parlons ici, notre voix ne les atteint pas souvent parce qu'ils sont un peu loin et il y a un peu les systèmes de communication entre nous. Mais quand le général a parlé, les Américains ont entendu. Les Noirs qui sont là-bas, ils ont entendu. Quand il y a eu du bruit, ils ont entendu. Et ils se sont mobilisés. Et je pense qu'ils vont continuer à se mobiliser. Et vous avez vu également dans d'autres pays africains, que ce soit au Ghana et un peu partout aussi, les gens se sont mobilisés. Donc ce fibre patriotique-là est en train de renaître. Ce qui va causer la perte de l'impérialisme. Parce que avant, ils pouvaient toucher à Kadhafi. Le Malien était là, il disait rien.
ils pouvaient tuer Modibo Keïta, le Nigérien, il disait rien. Ils pouvaient tuer également d'autres personnes, les autres étaient là. Mais aujourd'hui, à chaque fois que tu essaies de toucher à Ibé, à Assimi ou à Tchani, ce ne sont pas seulement les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Vous allez voir, il y a des Ghanéens, des Togolais et même des Ivoiriens. Et même des Ivoiriens qui vont dire non, ne les touchez pas. Malgré que, ils sont dans d'autres situations qu'on ne va pas expliquer ici. Donc, c'est des genres de situations qui mobilisent, qui galvanisent. Et encore une fois de plus, comme je vous le disais... Mais beaucoup des Ivoiriens sont avec nous, hein. Oui, nous, la première fois la première fois qu'on a été au Burkina le 13 janvier 2020 pour aller demander un regroupement des États du Sahel, on était avec un Ivoirien. Ah, merci. Donc, on était avec un Ivoirien. D'ailleurs, je le salue de la part, il s'agit de Tegenfé. On était avec un Ivoirien et il y avait des Mauritaniens qui devraient partir, mais ils ne sont pas venus. Il y avait des Nigériens et il y avait également des Burkinabés. Donc, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui... Ils se retrouvent dans le combat que nous faisons. Mais souvent, les choses, ce n'est pas facile. Voilà. Il y a également d'autres nationalités également qui sont avec nous. Nous, ici, nous avons reçu des Haïtiens, des Comoriens. Nous sommes tous des Noirs. Voilà. C'est ça, quoi. Parce que depuis longtemps, imaginez, depuis qu'on était enfant, quand on entendait des chansons de révolution, on fait ceci en Afrique, on avait envie, depuis l'enfance, de faire quelque chose contre ça. Et malheureusement, voilà. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a quelque part en Afrique, certaines personnes sont en train de faire le combat de toute l'Afrique, voilà. Les gens sont là, ils veulent adhérer à ce combat. Souvent même, il y a des gens qui se demandent comment participer à ce combat-là, comment les aider. Souvent, ils ne savent même pas comment faire ça, mais ils sont engagés à faire ça. Donc moi, si le général Langlais peut continuer de parler, moi, ça me fera énormément plaisir. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il parle, ça sera une mobilisation. Ouais, à chaque fois qu'il parle, ça c'est une communication pour nous. Parce que lui, il peut nous faire quoi? Il peut nous faire quoi? Parce que c'est ce qu'ils oublient, quoi. À chaque fois que tu vois, il y a un pays européen ou bien un pays asiatique ou bien qui a pu faire quelque chose à un pays africain, il est passé par un autre Africain. Sans quoi il ne peut rien faire, quoi. Ouais. D'ailleurs, pour lui, là, ça ne m'a pas surpris. Bon, le gars, il est là. Il a été mis là-bas. Comment dire là? C'est l'administration Biden qui a la continuité de l'administration Obama. Il va se réveiller tout simplement. Voilà. Merci. Maintenant, nous arrivons au terme de cette émission. Le président Assimi, président de la République, dorénavant, investi pour des mandats de 5 ans. Si vous avez des conseils à suggérer au président Assimi Goïta, comment voyez-vous même les 5 ans à venir du président Assimi Goïta? Bon, je pense qu'une fois que dans l'esprit populaire, les 5 ans seront admis comme irréversibles, Assimi aura les coudées plus franches pour continuer à travailler et surtout à travailler au regroupement de la Confédération pour marcher vers la Fédération. Mais dans l'esprit populaire, c'est presque déjà, c'est OK, mais peut-être dans l'esprit de certains politiciens, c'est ça? Oui, mais il y a des contestations, je veux dire, parce qu'il arrivera à un moment donné où ce serait un fait admis, quoi. Donc, on va dépasser ce côté de contestation. OK. Mais ce que moi, je peux recommander aux autorités, si je peux me le permettre, allez-y, c'est de dire nous sommes à la croisée des chemins. Moi, je suggérais que les autorités de la transition rencontrent tous les chefs de partis politiques sans exception pour tenir des séances de travail avec eux, pour leur dire l'objectif le plus important. Individuellement ou bien collectivement? Non, collectivement. OK. Peut-être qu'ils peuvent procéder par petits groupes pour finir. Bon, ça c'est... Parce que certains se plaignent. Ils disent que quand ils sont ensemble, on a 399 partis politiques. Donc, même si chacun devait avoir 1 minute de temps de parole, ça passe pas. Bon, il faut prendre le temps que ça peut prendre. Peut-être créer 8 groupes de travail. Pas des discussions de 10 jours, 15 jours. Non, il faut quand même organiser tout ça dans la mesure du possible. Maintenant, pour leur expliquer l'AES, parce que beaucoup d'entre eux n'en parlent même pas. Or, le fait majeur depuis 1945 à aujourd'hui, c'est l'AES. Et la nécessité de réussir cette démarche. Et que cela va impliquer une constance dans la démarche. Cela ne veut pas forcément dire qu'on veut les écarter. Mais d'aucuns seront obligés de faire le choix de renoncer à leur carrière politique. Ça peut arriver.
Mais puisque à 75 ans, ils sont out. Il y a certains qui n'en sont pas, qui n'en sont pas très loin. Donc, dire et éviter de croire et leur faire savoir que ce n'est pas par goût du pouvoir qu'on veut aller à ça. Ce qu'on veut faire, c'est de construire quelque chose, d'arriver à un point de non-retour et ensuite vous prendrez le relais. Mais aujourd'hui, il est impératif que chacun se donne la main et que cette concertation, qu'on leur dise et que cela soit su et que ce soit sur ce point-là et qu'on cherche leur adhésion sur ce point-là. Parce que celui qui adhère à ce point comprend les sacrifices qu'il peut faire pour aider le pouvoir. Donc, merci beaucoup pour votre suggestion, mais moi je vois ça autrement, si aussi je peux faire une contre-proposition. Oui. Parce que quand vous demandez à tous les partis politiques de venir, parce que Dieu seul le sait, ça a été déjà le cas plusieurs fois. Ils ont déjà été invités plusieurs fois à des rencontres, concertations. Est-ce que ça a vraiment marché? Je ne pense pas. Est-ce mieux vaut, peut-être, je pense qu'il faudrait présenter le projet du gouvernement, c'est-à-dire voici ce que nous avons avec l'AES, voici ce qu'on passe au niveau national, voici notre ligne diplomatique. Et les partis qui adhèrent à notre idéologie, en tout cas à notre façon de procéder pour stabiliser les choses, venez et ensemble nous avons besoin de vos propositions et puis nous allons travailler ensemble main dans la main. Parce qu'il y a des partis qui ont déjà dit, qui ont déjà laissé entendre qu'ils préfèrent la CEDEAO à l'AES. Bon, quand vous amenez de tels partis dans la salle, c'est pour créer de la cacophonie, parce qu'ils ont déjà choisi leur chemin. Non, en général, pas forcément. Il faut mettre chacun devant sa responsabilité. Quand on amène les gens et qu'on leur explique ce qui aujourd'hui est primordial, ce qu'on peut réussir en se mettant ensemble, celui qui veut contester, il contestera, mais il prendra une part de responsabilité pour l'avenir. Vous savez, l'ancien premier ministre Shogel a l'habitude d'évoquer des lettres qui ont été faites par des chefs de tribu qui ont dit aux colons qu'eux, ils ne veulent pas de l'indépendance. Donc, ça va ressortir un jour. Donc, il faut poser le problème, et très clairement, mais aussi leur faire voir que si on réussit l'AES, les partis politiques ne seront pas que maliens ou ivoiriens, burkinabés ou choses. C'est des partis qui sont appelés à l'État fédéral à régner, à se constituer dans l'État fédéral. Et donc, si vous ne prenez pas un chemin sérieux, les partis nigériens ou burkinabés qui seraient plus sérieux viendront prendre l'électorat ici. Et ça ne va pas rater. Et ça, c'est clair. Leur projeter l'avenir. Il faut qu'on s'en tienne à ça. Et moi, je comprends une chose. Il est très, très difficile de construire quelque chose pendant 20 ans, 30 ans et de voir s'écrouler ça en un rien de temps. Ce n'est pas facile. C'est ici que je rappelle Kipling, Rudyard Kipling, qui aurait dit, si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Il y a plusieurs strophes, mais j'ai choisi 2. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver sans laisser ton rêve être ton maître. Parce que le rêve de tout parti politique, le chef de parti, c'est d'être au sommet. Penser sans n'être qu'un penseur, tu seras un homme, mon fils. Et j'ajouterai Machiavel, qui a dit une chose, en politique, le choix est rarement entre le bien et le mal. Mais très généralement, c'est entre le pire et le moindre mal. Aujourd'hui, ils sont à la croisée des chemins. Le choix, c'est de choisir peut-être entre le pire et le moindre mal. Pensez qu'eux, ils peuvent gérer ce pays-là. Quand ils disent retour à l'ordre constitutionnel, moi, je ne sais pas pourquoi, j'entends ordre ancien qui a échoué. On va remettre l'ouvrage sur le métier et reprendre les mêmes choses pour échouer encore. Aujourd'hui, il vaut mieux... On n'est pas obligé d'être président de la République seulement pour aider son pays. On peut être là et aider son pays dans cette démarche
sans être ministre ou bien autre chose, mais avoir son nom au Panthéon parce qu'on a aidé la transition à réussir cette fédération. Ça, c'est un objectif important. Et donc, je sais que ça peut faire mal. Depuis 30 ans, certains ont mis leurs sous, ils ont mis leur temps, ils ont sacrifié leur vie de famille pour construire un parti. Malheureusement, ça a dérapé par les excès. Aujourd'hui, on est en face de la réalité. Ils ont frôlé la dissolution totale. Il faut se remettre en cause, comme tu l'as dit, reprendre les choses, avoir le courage de s'asseoir et faire son autocritique et demander pardon au peuple malien. Ça peut être beaucoup plus rémunérateur que d'être dans la on va marcher, on va faire ci, on va faire ça. Mais quelqu'un qui obéit à Emmanuel Macron, et vous pensez que vous pourrez le raisonner? Mais au cas où il obéirait à Emmanuel Macron, si tu vois que Emmanuel Macron lui-même est en train d'aller droit au mur. Oh, mais il continue d'obéir à Macron. Oui, mais si tu continues, le courage, parce que le premier strophe que j'ai cité, il est résumé par un mot, sois courageux. Il faut faire la rupture. Et tu romps ou tu perds. C'est ce que dit, comment est-ce qu'on appelle, Machiavel toujours. Il gagne celui qui sait qu'il va perdre. Il gagne celui qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Ok. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup, doyen. Espérons qu'ils vont vous entendre. Mais je pense qu'ils entendent le plus souvent Emmanuel Macron. Oui, Idrissa. Oui. Je pense que souvent, moi, je m'intéresse beaucoup au pourquoi qu'on dit quoi. Quand les gens parlent, il faut chercher à comprendre pourquoi ils ont dit ça. Tu parlais des 5 ans. Pourquoi les gens ont demandé 5 ans? Au moment où tout le monde occidental et leurs relais locaux qui sont là cherchent à nous faire croire que rien ne va plus. Mais pendant ce temps-là, le peuple demande 5 ans. Les gens demandent 5 ans. Pas les gens, les peuples. Bon, voilà, le peuple demande 5 ans. Donc, ça veut dire que si même à un moment donné, le président même a douté du soutien du peuple, il a la preuve ici que le peuple est derrière lui. Qu'il comprenne ça. Que le peuple est là, le peuple est prêt à se battre pour continuer le chantier, pour terminer ce chantier de refondation de notre pays. Maintenant, j'ai aimé la partie où il faut rêver, mais ne laisse jamais tes rêves devenir ton maître. Oui. J'ai beaucoup aimé ça. Et aujourd'hui, il y a, que ce soit dans la classe politique ou même, voilà, il y a des gens qui rêvent beaucoup, mais qui se sont laissés dominer par leurs propres rêves. Il y a des gens qui ont cru à un moment donné qu'ils peuvent refaire 91. Il y a des gens qui ont pensé qu'ils peuvent refaire 2018. Il y en a qui pensent également qu'ils peuvent refaire le 18 août. Mais il faut qu'ils comprennent que les choses ont changé. Avant, c'était le Mali. Maintenant, c'est l'AES. Oui. Maintenant, c'est l'AES. Les Maliens et les Burkinabés ne vont jamais laisser un Nigérien qui veut le pouvoir pour lui-même détruire Tchani et après nous détruire ici. Ah non, ça jamais, il n'est pas question. Les Nigériens et les Maliens ne vont jamais laisser un Burkinabé qui puisse avide du pouvoir détruire IB et après venir nous détruire ici. Jamais. Ça, jamais. Et les Burkinabés et les Nigériens ne vont jamais laisser un Malien avide cupide qui ne veut que du pouvoir détruire Assimé et après aller les détruire là-bas. Donc il faut que les gens comprennent cette logique-là. Et aujourd'hui, si Assimi, Tchani ou Ibé, si ces gens-là sont aimés et que les gens sont derrière eux, que les gens sont même prêts à mourir pour eux, c'est pas parce qu'ils ont des armes. C'est parce qu'ils ont posé des actes que les gens ont aimés et que les gens voient de l'espoir à travers ces actes-là. Les gens attendaient ces actes-là de la part des hommes politiques. Les gens attendaient ces actes-là de la part des hommes qui avaient été élus. Mais les citoyens n'ont pas vu ça.
Et ils ont vu ça en ces présidents. Raison pour laquelle ils sont soutenus. Raison pour laquelle il y a des manifestations pour eux aux États-Unis, au Cuba, au Canada, à Guatemala et ailleurs. Et même en Haïti. Mais Haïti qui connaît tous ces problèmes-là. Hein. Malgré tous ces problèmes d'Haïti, les Haïtiens sortent pour appuyer l'AIS. Donc il faut que les gens comprennent ça. Aujourd'hui, vous savez, nous sommes un peuple très merveilleux. Tu vois, non, nous ne sommes pas rancunieux. Tu peux faire du mal, tu peux nous faire du mal pendant 10 ans. Mais il suffit que tu changes. Il suffit que tu changes, que tu prennes la bonne voie. Et souvent même, c'est même notre défaut, souvent, on va te pardonner. Est-ce que vous voyez? Donc, il est temps que les gens se ressaisissent. Il est temps que les gens comprennent que le pouvoir là, oui, on peut chercher le pouvoir. Mais tout le monde n'aura pas le pouvoir. Tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. Assimi ne savait pas qu'il allait devenir président. Ibn ne savait pas. Tchani ne savait pas. Et aujourd'hui, ils sont présidents. Ils sont en train de travailler. Faisons en sorte que ces 3 dirigeants-là sortent l'Afrique de ces siècles d'esclavage, de ces siècles de sous-développement. C'est quand même bizarre. Tu causes avec un ancien ministre ou bien un ancien président. Regardez l'autre jour, là, quand Macky Sall disait au forum de Karamontana qu'il n'était pas d'accord avec les Nations Unies sur la question de l'aménagement, qu'il n'était pas d'accord avec ceci, cela. Un ancien président qui dit que quand j'étais président, ce que je faisais, ce n'était pas bon. Hein? Mais c'est ce que ces gens-là font aujourd'hui, là. C'est ce qui est bien. Mais après, il essaye de se racheter. Non, je ne suis pas contre les autres. Voilà. Parce qu'il ne veut pas frustrer également les Occidentaux. Macron qui l'a nommé, il ne veut pas les frustrer. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité est que c'est ce combat-là qui doit être mené. Soit on mène ce combat-là, nos enfants, nos petits-enfants auront du quoi à manger, vont naître dans la liberté, grandir dans la liberté. Soit nous refusons de faire ce combat-là. Chacun va essayer de voir comment est-ce que je peux avoir mes privilèges, comment est-ce que je peux garantir mes conforts. Et nos enfants et nos petits-enfants vont se retrouver dans l'esclavage général. Merci beaucoup. Je retiens que l'Africain doit privilégier l'intérêt de tous les Africains, l'intérêt des mamans africains, plutôt que pour des intérêts particuliers. Nous devons sortir totalement de la politique du ventre. Il faut sortir de ça. Il faudrait regarder plutôt les ventres de l'Afrique elle-même dans son ensemble. Peuple d'Afrique, l'émission, comme d'habitude, ça a été présenté par votre modeste serviteur, à ma personne, Issa Diawara. Le vendredi prochain, nous allons vous retrouver pour notre numéro, mais ça peut aussi être présenté un jour par quelqu'un d'autre. C'est l'Afrique qui gagne. Et si vous faites un tour en Afrique, n'hésitez pas. Parole aux Africains, c'est une émission qui est ouverte à tous les Africains. Merci beaucoup. Restez branchés sur Gandhi Madian TV pour d'autres émissions. Merci.